par sa critique beaucoup plus large de la vision néolibérale, marchande de la société. Et en cela, beaucoup d'organismes se sont retrouvés, ont participé, oui, mais jusqu'à quel point? Moi, j'ai beaucoup entendu, oui, mais c'est un mouvement étudiant. Mais pourquoi est-ce que les syndicats n'ont pas embarqué? Pourquoi est-ce que tous les organismes qui se sentaient concernés n'ont pas embarqué, ne sont pas allés demander à leurs membres? Si les 4 centrales syndicales avaient embarqué, ils avaient dit à leurs membres, journée de grève, on embarque. En mai 68, en France, pourquoi ça a fonctionné? Parce que les étudiants ont commencé et que la France a été bloquée au complet. Alors, on parle de réseautage, mais c'est aussi une question de coalition. Puis, c'est quoi la prochaine étape? C'est sûr qu'on ne va pas réussir à s'entendre sur un projet de société final, mais est-ce que l'on peut se rassembler en coalition, se donner un objectif de 2 ans? Parce que de toute façon, le printemps érable n'a pas été spontané, il a été travaillé, il a été mis en place pendant 2 ans auparavant, d'assemblée en assemblée, de petits groupes en petits groupes, pour diffuser de l'information, former l'opinion sur une proposition différente de société. Et je pense qu'on est rendu là, le message, l'énergie qui a été donnée l'année dernière doit nous amener justement à faire toutes ces petites rencontres, mais surtout à se dire, et si on faisait un printemps social l'année prochaine, dans 2 ans, mais tous ensemble, vraiment tous ensemble, et pour dénoncer ce néolibéralisme-là que l'on nous a intériorisé à ne pas critiquer, parce que l'on se sent cheap d'être encore sur ces vieilles rengaines. Pourquoi est-ce qu'on se sent encore cheap de revenir sur le néolibéralisme? Là, ça devient, on ne parle plus de développement durable, on est juste dans la critique de mais non, pas les pétrolières, où est-ce que on n'est plus en contrôle du discours qui est la planète est en train de shifter, ça fait un article un jour, puis c'est fini. Ben, bon sang, j'ai des enfants qui ont 2 ans et demi, là. Moi, ça me fait peur pendant 30 ans. Comment ça me fait pas plus bouger que ça? Et il me semble que ce discours-là, on est capable de se mettre d'accord là-dessus, on est capable de faire une coalition, puis de faire un printemps social, et donc de maîtriser ce discours-là face au discours qu'on nous envoie. Je voudrais simplement intervenir sur un point. J'entends beaucoup de critiques qui sont faites aux organisations comme les syndicats, mais très souvent, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut investir les organisations, les institutions, à la condition que les individus soient conscients des enjeux en présence. Et ça, c'est quelque chose qui m'apparaît très problématique. Au Québec, en ce moment, et surtout à partir, je dirais, de l'automne prochain, on va être confronté, le PQ, s'il existe encore, va renforcer toute cette question de l'identité nationale, par exemple par la question des valeurs québécoises, par la question du cours d'histoire, ce genre de choses-là. Moi, ça me fascine quand même qu'on s'inquiète, je trouve ça moi aussi très inquiétant que les gens n'aient pas connaissance de leur propre histoire, mais je trouve ça aussi fascinant que les gens n'aient absolument aucune connaissance, par exemple, des enjeux de problèmes sociaux qui sont liés, par exemple, au logement. Comment se fait-il que nous n'ayons pas des cours d'éducation citoyenne qui permettent non pas simplement de comprendre les mécanismes de la démocratie représentative, mais les problèmes de justice sociale qui sont les nôtres? Comment se fait-il que nous n'ayons pas une éducation citoyenne qui fasse en sorte que les gens n'entendent pas parler des autochtones une fois à l'occasion, mais savent véritablement quels sont les problèmes des communautés autochtones? Comment se fait-il aussi que les citoyens ont toujours l'impression que, essentiellement, ils doivent blâmer soit les partis, soit les organisations, soit les syndicats, sans même se rendre compte des propres compétences qui sont les leurs, parce qu'ils ignorent les compétences qui sont les leurs. Et très souvent, ces compétences sont réduites à coup de chagrin, précisément parce qu'il n'y a pas de formation suffisante. Donc, à mon sens, me semble-t-il, il ne peut y avoir de droits et libertés que s'il y a une connaissance adéquate des droits et libertés, lesquels sont visibles dans une perspective de justice sociale, et cela c'est possible, notamment, c'est vrai, par des groupes de délibération, mais aussi par l'éducation. Donc lorsqu'on dit qu'il va y avoir un nouveau cours d'histoire, moi je m'inquiète parce que ce que je vois essentiellement, c'est un gouvernement qui pense que ce n'est pas le peuple qui constitue la nation, c'est la nation qui constitue le peuple. Et on se retrouve dans cette perspective où ce sera le drapeau, le bonhomme carnaval, la ceinture fléchée, et non pas le peuple et les besoins du peuple. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me préoccupe. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on s'attaque juste aux
capitaliste, là, on a interprété, mais pourquoi est-ce qu'on s'attaque tant aux syndicats qu'on ne s'attaque pas aux capitalistes? On l'appelle néolibéraliste, globalisé. C'est pas parce qu'on aimerait avoir du pouvoir sur quelque chose qui est proche de nous, alors que l'ennemi, c'est pas les syndicats. Mais ce que j'aimerais qu'on puisse répondre, il y en a eu un réseau important qui a duré toutes les années 80 jusqu'à la fin des années 90. Il y a encore des résidus de ça, c'est Solidarité populaire, qui existait à travers la province, qui faisait de la formation populaire. Alors, ma question, j'ai des éléments de réponse, mais je n'en ai pas assez, c'est pourquoi ce réseau-là est disparu à toute fin utile. Et dans le fond, ce que j'entends, c'est ce qu'on, puis je suis d'accord avec ça, ce qu'on voudrait, c'est ressusciter un réseau semblable, qui était un réseau de solidarité à travers la province et qui était un réseau où il y avait de la formation et qui en est des actions. Pourquoi qui est différent? Merci Lagacé, vice-président du Conseil central de Montréal métropolitain de la CSL. En trois choses. Premièrement, pour ce qui est des médias, il ne faut rien attendre des médias traditionnels. Il faut user de nos propres moyens de communication. Il faut communiquer entre nous, gagner les gens petit à petit, ça prend du temps. Et ceux qu'on a gagnés parce qu'on a discuté avec eux et parce qu'on les a bien informés, ils restent après. Alors, ce n'est pas en attendant des médias traditionnels qu'on va avoir quelque chose, c'est en le faisant nous-mêmes. Deuxièmement, la grande importance de l'éducation populaire, ça je pense qu'il faut que ça se fasse. L'éducation politique aussi. Là-dessus, on a entamé une démarche au Conseil central, puis on va la continuer. On se rend compte que c'était une nécessité très grave et qu'on aurait dû l'entamer il y a longtemps, mais au moment où on a commencé l'année dernière. Maintenant, sur le rôle des syndicats, je vais faire de peine à personne, mais à la CSL, c'est pas la tête qui décide des actions, c'est quand même les membres. Et ça vient d'en bas, c'est nos membres qui nous posent à faire quelque chose ou à ne pas le faire. Par exemple, au mois d'août dernier, en Conseil confédéral, j'étais de ceux qui sont allés au micro pour demander des états généraux du monde syndical, juste pour que toutes les centrales entre elles discutent quel est l'état de nos forces. Qui était d'accord avec ça? Les gens de Montréal et les enseignants. Tous les autres étaient contre, ça fait peur, ça les inquiétait, et ça a été battu à plat couture. Et les gens qui avaient au micro disaient on ne veut pas de la grève sociale. Et je ne demandais pas la grève sociale, je demandais les états généraux du monde syndical. Maintenant, on a décidé à l'automne de faire une tournée d'ensemble de nos syndicats. Je suis celui de tous les membres exécutifs qui a visité le plus de syndicats dans tous les secteurs. Là, j'ai appris beaucoup de choses, c'est extrêmement intéressant d'être sur le terrain. Je me suis posé toutes sortes de questions, j'ai eu l'occasion de m'approcher des gens. Et c'est vrai que c'est très important d'aller voir notre monde pour aller discuter avec eux. Parce qu'on dit toujours à la CSN, on a bien raison, nous représentons la société. Notre mouvement est à l'image de la société. Il y a 30% des gens qui votent pour la CAQ dans la société, il y a 30% de nos membres qui votent pour la CAQ. 33% des gens qui votent pour le PFQ, il y a 33% de nos membres qui votent pour le PFQ. Il y en a autant qui votent pour le PQ, puis autant que de proportions qui votent pour Québec solidaire. Alors, on a un gros travail à faire. Et si par malheur, on avait outrepassé nos droits et décidé tout seul de faire la grève sociale, mettons, là, la tournée des syndicats, elle me dit que ceux qui auraient été dans la rue, c'est les gens, les militants du Conseil central de Montréal, puis les enseignants. Ben, exactement ceux qui étaient déjà dans la rue. Saïd de la descente de femmes. Je voulais dire, en fait, on s'est sorti dans l'atelier que j'animais, mais aussi le ramener sur l'aspect de la diversité des moyens d'action qu'on peut avoir, puis l'importance, oui, de la voie légale, des droits économiques, sociaux, civils et politiques, mais aussi que c'est pas la seule voie, c'est pas la seule façon où on va être capable de faire changer les choses. Pour répondre un peu à Audrey, je pense, son nom. Par rapport au fait, l'année dernière, justement, je voulais rapporter l'expérience de la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics, où il a été beaucoup de questions, oui, de grève sociale, d'essayer de voir comment on pouvait être plusieurs groupes à suivre le mouvement étudiant, à le soutenir et à l'appuyer. Mais il y a des difficultés, comme ce que vient d'expliquer Francis, qui vient d'expliquer, bon, ben, il y a des syndicats, il y a des groupes qui se sont retrouvés devant une position de ne pas être capable de prendre la rue, de prendre la grève, d'adopter la grève.
Et quelque part, c'est de revenir à quelque chose de base. Quand on a parlé dans mon atelier, ça disait est-ce que les groupes qui existent sont en mesure de porter cette contestation? Il y a des fois où non, il y a quelque chose qui s'est développé à côté, mais il y a aussi une responsabilité comme groupe communautaire, comme groupe syndicaux, de se créer des espaces de réflexion, de délibération, de contribuer à raviver une culture de la délibération. Ça a l'air super niaiseux, mais juste, il y a plein d'endroits où je me retrouve, le métro, l'épicerie, dans la rue, de parler, d'interpeller ton voisin, t'as l'air vraiment bizarre. Les gens se méfient, la plupart du temps, ils vont te regarder, en tout cas à Montréal, ça te regarde assez bizarre quand tu fais ça. Mais ça fait partie, là, je veux dire, si on veut construire collectivement une culture de contestation, de la prendre cette parole-là, puis ça commence à un dans le métro, et puis en milieu rural, je ne dis pas en milieu rural, mais je suis sûre qu'il y a des places publiques, qu'il y a des supermarchés, qu'il y a des endroits pour le faire. Alors, après ça aussi, on peut faire du théâtre, de la musique dans la rue, de l'affichage public, mais de s'approprier ces espaces-là. Parce que si on ne les prend pas, il n'y a personne qui va nous les donner. Et ça commence aussi dans nos organisations. À la Décembre de Femmes, on est dans une démarche aussi de se créer des espaces de réflexion et de délibération. Ça a des hauts et des bas, des fois ça ne fonctionne pas comme on voudrait, mais c'est un beau défi à faire collectivement, on est 100 groupes membres quasiment. Donc voilà, je vous invite à en faire ça aussi, ça ressemble un peu aux États-Unis peut-être. Bonjour tout le monde, Daniel Mallette. Je ne sais pas par quel bout commencer parce que comme je l'expliquais dans mon atelier tantôt, moi je suis de la génération en 73-74 qui a occupé les cégeps pour créer les associations étudiantes, les syndicats étudiants qui aujourd'hui nous ont fait la leçon dans le fond de l'année dernière en se mobilisant d'une façon incroyable. Nous on a fait ça en 73-74, on a planté les graines un peu d'un mouvement d'opposition. À ce moment-là, à une forme d'éducation qu'on rejetait, à une forme de privatisation qui commençait dans la société, à une forme d'organisation sociale qu'on contestait. Moi, par la suite, j'ai travaillé dans une usine, devenu un syndicaliste. Je le suis toujours aujourd'hui. Quand je disais que je ne savais pas par quel bout commencer, c'est que j'ai commencé comme militant étudiant. Moi, je suis à l'âge d'avoir des petits-enfants. Maintenant, j'ai une fille de 34 ans, j'ai des petits-enfants de 6, 8 ans, puis 1 an. Moi, je veux une société plus juste pour eux autres. Moi, je suis impliqué dans un syndicat. Je suis impliqué dans une organisation communautaire, la CEF. Je suis impliqué dans un groupe écologiste. Je ne regarde pas beaucoup la télévision. Je suis assez impliqué, c'est peut-être pour ça que malgré le fait que j'ai 57 ans, je pèse encore 170 livres. Mais tout ça pour dire qu'il y a quelque part dans nos syndicats, là je vais revenir sur la question des syndicats, c'est qu'on a beaucoup de travail à faire. Nos gens, c'est des citoyens comme tout le monde. C'est des gens qui lisent le Journal de Montréal. C'est des gens qui se font raconter tous les jours les bienfaits du néolibéralisme, de l'individualisme, de la consommation, et qui se font dire, parce que majoritairement, nos gens lisent le Journal de Montréal. J'aimerais ça qu'il y en ait plus qui lisent le Devoir. Moi, j'ai le Devoir, je lis la presse, c'est vrai, la presse, il y a quelques bons chroniqueurs. Mais il y a une majorité de gens qui vont regarder TVA. Bref, on a parlé peu ce matin de la concentration des médias, qui a fait un effet vicieux sur l'ensemble des citoyens, mais sur nos membres. Moi, mon titre, depuis 5 ans, je suis sorti de ma shop chez nous, j'ai travaillé pendant 31 ans de temps chez Goodyear à Valleyfield. La shop a quasiment fermé à cause de la mondialisation. Puis le fait que les grandes corporations comme Goodyear ont décidé d'aller investir en Chine à la place d'investir ici pour exploiter la main-d'œuvre. Quelqu'un l'a mentionné tantôt. Une partie de notre bien-être ici vient du fait qu'on exploite sans égard à la dignité humaine au respect des droits humains en Colombie, au Mexique puis en Chine. Mon titre, moi je travaille pour le syndicat des métallos, qui est affilié avec la FTQ. Je m'occupe de solidarité internationale. Je m'occupe d'action politique. Action politique. Ce que ça veut dire, action politique, faire de l'action politique, ça veut dire information, éducation, sensibilisation, mobilisation. Ça veut dire mettre l'épaule à la roue, la lutte contre les injustices au sens large du mot. Puis ça, on essaye de le faire du mieux qu'on peut dans nos organisations syndicales. Puis
mon autre responsabilité, c'est mobilisation. Ça, c'est l'autre quand c'est pas pour la protection de l'environnement, c'est pour lutter contre les réformes comme les réformes d'assurance-emploi. Ça, c'est un bel exemple de quelque chose que tu as mentionné tantôt, qui est fondamental dans notre société. Il faut travailler en coalition. Je l'ai mentionné dans l'atelier, les rats de ce monde sont tous ensemble. Les Rio Tinto de ce monde, les ArcelorMittal, qui exploitent sans vergogne partout sur la planète. Au Mexique, en Colombie. En Colombie, on assassine les syndicalistes. Ma femme, elle me dit des fois, toi, tu seras mort 20 fois. C'est vrai. C'est vrai. Parce que je lutterais dans ces pays-là pour les droits qui nous sont si chers ici. Puis que des fois, on prend pour acquis. On prend pour acquis certains de nos droits, mais ils sont venus de luttes très difficiles. Il y a des syndicalistes qui ont été assassinés ici au Québec. On l'oublie. En 1906, en Outaouais, une usine de pâte et papier, une grève est déclenchée. Les goons de la compagnie arrivent sur la ligne de piquetage, pif paf, président et trésorier assassinés. Ça se passe aujourd'hui au Mexique, en Colombie. Mais des fois, on oublie notre histoire. Puis si on s'en rappelait un peu plus de notre histoire, ça nous donnerait le courage de mener nos luttes ici, mais d'être solidaires des peuples qui mènent des luttes dans les conditions difficiles que nous autres. Tout ça pour vous dire que, dans le fond, les syndicats ne sont pas parfaits. Mais on travaille fort à changer nos pratiques. On travaille fort à être plus solidaire des luttes de la société civile. Moi, l'année passée, j'étais fier des jeunes. Combien de fois qu'on a entendu chez les gens de ma génération, « Ah, c'est la génération Nintendo. » Ils pensent rien qu'à eux autres, comme si nous autres, on pensait pas à nous autres. Ils feront rien de leur vie. Puis ils ont surpris. Puis moi, j'étais heureux. Le cégep de Valleyfield, c'est mon cégep. C'est le premier qui est sorti. C'est le premier qui a mené la bataille contre les politiques de Charest. Les matins, là, j'en parlais dans mon atelier, les matins que le directeur du cégep de Valleyfield a décidé que lui, la démocratie étudiante, ça valait rien, et qu'il fallait absolument que les étudiants et les carrés verts, les 10-12 qui traînent autour, il fallait qu'ils rentrent pour exercer leurs droits. Ben, j'étais là, avec d'autres syndicalistes à leur côté. C'est vrai que j'aurais aimé ça que nos centrales soient un petit peu plus actives là-dedans. Mais des discussions qu'on a eues dans les rangs. On a fait progresser du soutien aux luttes des étudiants dans nos rangs. On a invité les leaders étudiants à venir discuter avec nous autres, à venir nous expliquer les enjeux pour que nos gens comprennent. Puis là où ils se sont trouvés, les syndicalistes, c'est comme moi et bien d'autres, dans la rue, casserole à la main, pour contester le gouvernement Charest, parce que oui, les étudiants ont élargi cette bataille-là. Ils l'ont emmené sur le terrain d'une lutte sociale, d'une lutte contre des politiques néolibérales très concrètes. Puis tout ça pour dire que dans le fin de fond, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, puis il ne faut jamais lâcher ce désir-là d'être ensemble, d'être en coalition, puis de faire du mieux qu'on peut pour lutter efficacement contre les mesures qui nous touchent tous. J'étais au Forum social, excusez-moi si je suis long un peu, là, vous me pardonnerez, je l'espère. J'étais au Forum social mondial comme syndicaliste, mais je faisais partie d'une coalition de 200 personnes du Québec. Il n'y a pas un atelier, pas une conférence où on n'a pas parlé du mouvement étudiant, du printemps et arabe. On était en Tunisie, ça tombait bien. Ils avaient vécu, eux autres, le printemps arabe. Puis c'était pas un hasard pourquoi on était en Tunisie. On a besoin de s'inspirer. Les 60 000 qu'on était au Forum social mondial, on a besoin de s'inspirer de leur lutte, de leur courage. Des martyrs, il y a des dizaines, des centaines de personnes qui sont décédées, assassinées dans leur quête de liberté et de justice. Puis aujourd'hui, c'est en danger là-bas. Je vais tenir le Forum social là-bas, j'étais fier d'être là. Marcher dans la rue avec les Tunisiens et leur dire on est à vos côtés, on souhaite que vous soyez à nos côtés, puis ensemble, on va vaincre l'ensemble des politiques néolibérales qui nous exploitent et on va élever plus de justice dans ce monde-là. Et voilà.
Excusez, madame, on ne vous entend pas quand vous vous retournez, vous n'êtes pas dans le micro. Ce que Daniel dit m'interpelle parce que moi, lors de la grosse manifestation de l'assurance chômage, le 27 avril passé, j'ai été profilée par un gros gars de la FTQ qui est venu se planter devant moi qui m'a dit à l'arrière, parce qu'on était à l'avant de la manif. Pourquoi? Je me suis rendu compte parce que j'avais un choréo, parce que mon gars avait un masque d'anonymous sur le front. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il semblait que pour la FTQ, il y avait un mot d'ordre que ceux qui ont des drapeaux anarchiques, qui ont l'air possiblement, je ne sais pas, de trouble faire, d'envoyer la l'arrière de la manif. Ça m'a vraiment choqué de voir ça. Mais je suis très contente en même temps de voir qu'il y a des messieurs dans les syndicats qui vraiment font des actions pour aider vraiment la cause puis plus rassembleur. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a de plus en plus de messieurs comme Daniel qui nous aident à pouvoir se réapproprier les syndicats et que ceux qui sont en haut des syndicats, qui ont une mentalité plus corporative, qui sont plus, je dirais, rentrés dans le moule de la société d'aujourd'hui, ben, qu'on puisse en quelque part les dégommer et mettre vraiment des gens qui sont des militants, des gens qui vont vouloir collaborer avec les autres mouvements, ce que je vois plus beaucoup. Quand je vois que les 5 grosses centrales syndicales se présentent comme la coalition opposée au changement de l'assurance chômage, il y a d'autres groupes que d'autres. Peut-être que les syndicats, pourquoi c'est juste eux qui sont la coalition, puis qu'on ne voit pas d'autres groupes qui sont en train de se battre pour l'assurance chômage. Moi, je trouve ça très dommage, puis en ce moment, je vois plus que les syndicats divisent plutôt que de rassembler. Mais je crois quand même qu'il y a possibilité que les syndicats puissent plus être unis. Mais pour ça, ça prend des gens comme Daniel qui vont justement avoir une mentalité moins corporatiste, qui vont aider à ce que les syndicats puissent vraiment se relier avec tous les groupes. Ça revient à ce qu'on disait, c'est absolument important dans la mentalité, ce que je dis. Il faut qu'on communique plus, il faut qu'on collabore plus, parce que la droite, elle est unie. Ils ont appris à travailler d'une seule façon, puis nous, quand on est divisé, on va pas. Merci. J'annoncerais peut-être que les personnes qui veulent intervenir se pointent au micro. Parce qu'après ça, on va comme mettre un petit point final aux interventions. On va faire ça jusqu'à minuit, je suis d'accord. Oui, madame. Je m'appelle Garcia Mateo, je travaille dans un centre de femmes à Laval et aussi je suis citoyenne à Laval. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la région où on a eu une loi pendant 23 ans. Moi, je pense que le travail qu'on a devant nous est ardu. Je pense que, en tout cas, je parle avec plein d'idées pour mon groupe où je travaille, mais aussi pour ma vie personnelle. Je voulais juste dire que le travail est dans toutes les sphères, au niveau des groupes, au niveau des coalitions, au niveau des alliances, mais aussi je pense que le travail est tous les jours avec la voisine, les voisins que des fois on ne connaît pas. Dans mon cas personnel, j'habite, comme je vous dis, à Laval, dans un quartier où je ne connaissais pas mes voisins et j'ai forcé ça et j'ai fait des activités où finalement, cette année, on va faire la 4e édition d'une petite fête des quartiers qu'on a installée dans ces quartiers résidentiels. Et avec beaucoup de joie, je peux vous dire que cette année, il y a déjà des voisins qui ont dit qu'on va mettre une table avec de l'information sur les municipales. Yeah! Et ils ne vont pas les cataloguer comme quoi je suis la subversive du quartier. Alors, c'est pas venu de moi, j'ai été un petit peu là, mais alors c'est venu de même. Et je vous invite à faire ça aussi. Des fois, vous savez, on dit, oh, c'est quelqu'un comme ici, M. Daniel qui s'implique, comme il dit, il ne voit pas la télévision. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de recettes. C'est ça la recette, c'est de s'expliquer. Et je pense que la mobilisation et la sensibilisation, selon mon expérience, c'est presque un par un, une par une. Il n'y en a pas grande recette. Et on est prêt toujours de s'aimer. Alors c'est ça, mon invitation, c'est faites votre petite fête de quartier. C'est pas grave si ce n'est pas grave. Mais rejoignez Jeanne, Gilles,
au Mohamed et dire est-ce que ça vous tente là de mettre une table, on demande à la ville, on fait un petit morceau de notre rue là, et on fait une table, on ramène chacun de nous quelque chose à manger et on discute de tout et de rien. Et on discute de ces genres d'enjeux. Et je pense que ça aussi, ça peut aider, ça peut contribuer à que l'information de laquelle on parle, qu'on a besoin, et de s'informer, de bien s'informer, d'avoir plusieurs angles du même enjeu, ça peut aider. Alors, vive le fait de quartier. Je vais être bref, j'ai un tout petit malaise. Nous sommes dans un colloque sur la liberté d'expression. En fait, chaque fois que nous ressentons une oppression, c'est parce qu'on a en face de nous quelqu'un qui a le sentiment de détenir la vérité ou d'être le dépositaire de la norme. Qui va donc avoir beaucoup de difficultés à entendre un propos différent. Je conçois que nous ne soyons pas tous, comment dire, des adeptes de la chevalerie, mais je trouve un peu, c'est pas un gros malaise, mais c'est un petit malaise, dès l'instant où je vois que nous sommes nous-mêmes assez prompts à censurer. La deuxième chose, effectivement, tout à coup, parce qu'on a une méconnaissance, je ne peux pas juger, je viens d'entendre parler d'une attitude, etc., d'un rapport de force. Et encore une fois, ce qui me frappe, c'est qu'au lieu d'essayer de comprendre, de s'interroger, de savoir de quoi il s'agit, on est dans une espèce d'approche manichéenne. Donc ça veut dire que si nous voulons véritablement faire la promotion de la liberté d'expression, il faut que nous fassions preuve d'humilité, et surtout de curiosité, c'est-à-dire comprendre comment réfléchit, comment pense l'autre, et à partir de quoi. À partir de ce moment-là, nous allons peut-être être en mesure de faire valoir nos droits et de progresser. C'est-à-dire que si nous voulons rallier les gens, il faut commencer par les écouter. Ce n'est pas toujours très agréable parce qu'on n'a pas toujours les mêmes codes, mais il faut véritablement qu'on soit prudent sur justement la définition d'une norme, en disant nous avons les bonnes valeurs, nous avons la bonne cause. Encore une fois, je ne suis certainement pas en faveur du néolibéralisme, etc. L'idée est simplement d'être attentif et de comprendre effectivement pourquoi Francis l'a évoqué, pourquoi dans les syndicats, nos membres ne sont pas justement sensibilisés. Pourquoi est-ce que tout à coup ils ne se sentent pas concernés? Donc en fait, il faut éviter cette idée de « moi je protège mon précaré et les autres peuvent crever la gueule ». Alors, ce serait le bon tour de piste que nous avons fait suite aux travaux d'atelier. Je nous rappelle qu'on essayait quand même de cerner des pistes d'intervention, des actions qui débloquent le réseautage, qui débloquent l'éducation populaire, qui débloquent. Alors, je pense que le chantier est ouvert. Là, je suis face à une double question. Une première, est-ce qu'on a besoin de prendre une petite pause de 5 minutes sur place parce qu'on on va pas l'unanimité et il ne faudrait surtout pas, si jamais on prend 5 minutes sur place pour se défendre, qu'on oublie de revenir pour la synthèse du Vous voulez voter? Une arme à deux tranchants, n'est-ce pas? Mais, à titre indicatif, les gens qui souhaiteraient avoir une pause sur pas aller vous promener dans toute l'UQAM. 5 minutes sur place. Pas loin. Alors, on continue? Je vous rappelle, avant qu'on passe à la synthèse, qu'il y a une feuille d'évaluation parmi les outils qu'on vous a remis ce matin et qu'on souhaite bien que vous puissiez la remplir pour l'avenir de notre colloque en termes de bilan. Et je ne sais pas si les kiosques seront encore là en sortant, mais je vous rappelle que le kiosque de la Fondation Léon Cormier était là avec les produits éducables, etc. Je dirais,
grâce à cette fondation aussi que ce colloque a pu se tenir, grâce à son financement. Et tous les fonds recueillis dans ce genre de kiosque, dans les différents événements de solidarité, c'est pour soutenir des activités d'éducation aux droits et libertés. Alors, je ne sais pas si on prolonge, elle serait déjà partie, mais pour d'autres événements, il faudrait savoir, on n'a peut-être pas assez insisté ce matin. Alors, la parole à Nicole pour ramasser la journée et le rôle de l'autre. Bonjour, c'est trop facile, mais je vais le faire. D'abord, merci d'avoir continué d'avoir participé jusqu'au bout à ce colloque-là. Les débats qu'on a eus après-midi sur les pistes illustrent vraiment le contexte dans lequel s'est inscrit le colloque. C'est-à-dire qu'on parlait de la liberté d'expression dans le contexte de la protestation sociale. Et cet après-midi, les pistes sont allées autant, plus en fait, sur qu'est-ce qu'on fait pour changer l'ordre des choses, plus que pour parler de qu'est-ce qu'on fait pour préserver la liberté d'expression. Donc, c'était vraiment l'illustration qu'on a besoin de cette liberté d'expression, mais qu'elle est surtout importante actuellement parce qu'on veut changer l'ordre des choses. Je vais quand même revenir sur des choses intéressantes et importantes qui ont été dites du point de vue, en tout cas, d'une militante des droits de la personne qui est à la Ligue. La liberté d'expression, pourquoi il faut la défendre? C'est pas seulement parce que pour son caractère individuel, mais c'est surtout actuellement parce que ce droit représente le point de vue aussi d'une collectivité. Avec la liberté d'expression, on peut avoir aussi l'expression d'une collectivité. Pour assurer aussi l'exercice de la démocratie, mais pas l'exercice de la démocratie pour la démocratie, mais pour la réalisation du bien commun. Tout en considérant qu'il permet aussi, la liberté d'expression permet à des minorités de s'exprimer, même si ça dérange. Pour éviter aussi que l'opinion de la majorité ne soit que cette opinion qui soit entendue. Et le corollaire de la condition d'exercice essentielle à la liberté d'expression, on en a parlé beaucoup ce matin, c'est l'accès à l'information. L'information autant publique que privée sur des sujets qui vont avoir une incidence sur des décisions qui devront être prises au nom du bien commun ou au nom des intérêts de quelques-uns. Les éléments d'analyse plus globales qui ont été abordés, je pense que ça vaut la peine de leur dire quand même si tout le monde est d'accord. On constate que les attaques à la liberté d'expression se sont exacerbées dans le contexte de l'émergence d'un mouvement de protestation sociale qui remet en cause l'ordre politique, économique et social que nous impose le modèle néolibéral. La répression n'est pas seulement policière. Si on a réagi beaucoup à un moment donné, c'était aux abus policiers, on s'est rendu compte qu'elle était aussi politique et judiciaire. Elle s'accompagne aussi d'un discours qui sont relayés par les médias et qui visent à délégitimer complètement le mouvement de protestation sociale. Alors, répression policière, arrestation massive, brutalité, abus policiers, force excessive, intimidation, recours à des armes de contrôle de feu qui blessent les personnes. Répression politique, on adopte des lois liberticides, les règlements municipaux, la loi 12 à l'époque, et on a pour effet d'assujettir le droit de manifester en fait à la censure policière. La répression judiciaire se traduit par l'imposition de conditions de libération qui empêchent l'exercice d'autres libertés fondamentales. Puis on a aussi, par la voie judiciaire, nié le droit d'association des étudiants. Comme Lucie Lemonde le disait aussi, cette politisation du judiciaire et la judiciarisation du politique entraîne un renversement du pouvoir collectif qu'on exerce dans la rue. Et fait en sorte que ce sont des individus qui se retrouvent devant des juges à devoir justifier ou à devoir se défendre. Donc, c'est vraiment un renversement vers l'individu alors qu'on exerce un droit collectif.
Et ça a un effet quand même sur le fait que les individus se retrouvent interpellés de cette façon-là, de facteur d'autocensure, l'impact d'autocensure, le fameux chilling effect. L'accès à l'information, on en a parlé plus ce matin que cet après-midi, mais ça vaut la peine de revenir un peu là-dessus. Nous sommes, en fait, on est confrontés vraiment au problème d'accès à l'information du côté du gouvernement. Il y a un grave problème d'opacité qui est organisé, qui fait en sorte que les responsables politiques qui devraient être imputables devant le public ne le sont plus, carrément. Du côté des médias, qui ont eux-mêmes un problème d'accès à l'information, comme Reimers l'a souligné, mais qui sont aussi sous la gouverne d'une concentration des médias de plus en plus forte. Il y a aussi la question de l'autocensure des journalistes qu'on a brièvement abordé ce matin et de leur formatage, leur façon de livrer la marchandise est aussi le résultat de ce qu'on connaît au niveau de la concentration des médias ou la façon de faire les nouvelles. Mais au-delà de tous ces éléments-là, comme Christian Nadeau l'a ramené, il y a tout un processus qui est à l'œuvre qui vise la réalisation d'un modèle de société qui répond aux intérêts de quelques-uns et de quelques-unes. C'est incarné tant par la droite conservatrice que la droite économique, qui porte le même discours. C'est la réorientation du rôle de l'État et la concentration du pouvoir au niveau exécutif. Les citoyens se retrouvent donc dépossédés du pouvoir citoyen, des espaces pour mener publiquement les débats qui devraient permettre pourtant les prises de décision qui portent sur le bien commun. Et je pense qu'il y a un appel que tout le monde a lancé en fait. Il faut reprendre possession de ces espaces, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient dans l'espace public, non seulement pour critiquer ce qu'on nous impose, mais pour proposer quelque chose. Je pense que le message a été assez clair là-dessus. Avant de passer sur des pistes qui sont intéressantes juste rappeler que ce matin, au niveau de l'accès à l'information, on avait, Anne Pinault a ramené l'idée que la liberté d'expression, c'est pas seulement une liberté qui s'exerce, mais que l'État ne doit pas intervenir pour empêcher l'exercice de la liberté d'expression, mais elle a avancé l'idée qu'on pourrait imposer une obligation positive à l'État, c'est-à-dire l'obliger à faire en sorte qu'on donne les moyens aux citoyens pour pouvoir s'exprimer. Ça me fait penser, par exemple, quand il y a des consultations que le BAP organise, c'est quoi les moyens qu'on a pour embaucher des experts, pour faire nous-mêmes la recherche d'informations pertinentes pour qu'on puisse exprimer notre point de vue. L'État devrait fournir des moyens financiers aux citoyens et citoyennes pour pouvoir participer à ce genre de consultation-là. Quand elle a amené cette idée, moi j'ai pensé à cet exemple-là pour illustrer. Et on a dit aussi que l'État devrait imposer des limites, faire en sorte qu'on contre la concentration des médias. Mais cet après-midi, on a plus allé près de ce qui nous rejoignait, je pense. On a parlé de la peur et de l'urgence d'agir et la nécessité de poursuivre nos interventions dans l'espace public. En fait, on a parlé de réseautage, mais on s'est dit, oui, le réseautage entre nous, on a besoin pour se mobiliser, mais on en a besoin aussi pour rejoindre la population. Il ne faut pas rester entre nous, il faut travailler pour convaincre de plus en plus de gens. Alors, on s'est dit que l'éducation populaire, c'est un moyen non seulement pour faire comprendre la nécessité de préserver la liberté d'expression, mais aussi pour faire connaître les conséquences du modèle de développement qu'on nous impose et proposer un autre modèle. Quand on a parlé de réseautage dans une perspective de coalition, je pense qu'on veut briser les silos qui font qu'on travaille ou on milite sur un volet seulement, mais on se concentre seulement là-dessus. On travaille moins avec tout le monde dans une même perspective par moment. Alors, il y a un appel à une coalition dans cette perspective-là pour dénoncer le
espoir d'un autre rendez-vous dans l'espace public important. Ça a pris la forme. On a parlé de printemps social, on a parlé du grève social, puis on a parlé peut-être aussi d'états généraux, quelque chose du genre. Après, j'ai entendu quelqu'un s'exprimer comme ça. Donc, je pense qu'on a l'espoir de revivre une mobilisation importante, on doit se donner les moyens pour y arriver. Alors, voilà. C'est moi qui ai dit la fin. J'oubliais, j'oublie toujours quand on me demande de faire des remerciements. Je ne veux pas oublier personne, mais je ne nommerai pas tout le monde. Alors, je vais nommer des noms. Je vais nommer une personne en particulier, Suzanne. Je vais la remercier d'avoir fait l'animation de la journée. Remercier les panélistes, les personnes qui ont fait l'animation et qui ont fait des rapports d'atelier. Il y a aussi toutes les personnes qui nous ont aidés à la logistique du colloque et puis qui malheureusement n'ont pas pu profiter de ce moment-là parce qu'elles étaient où ils étaient derrière la porte pour faire l'autre job, mais qu'il fallait que cette job-là soit faite. Mais je tiens à les remercier aussi. On va reprendre un peu ce résumé-là, on va le compléter, on va le rendre meilleur, on va l'améliorer. On va le mettre sur le site de la Ligue. Il y a des gens qui ont demandé aussi d'avoir accès aux présentations qui ont été faites par les panélistes qui avaient un soutien informatique. Alors, on va le mettre aussi sur le site de la Ligue. Et puis, il n'est pas dit que la Ligue ne donnera pas un autre rendez-vous pour le projet mobilisateur. C'est la fin du colloque Liberté d'expression par la Ligue des droits et libertés sur 99media.org. Merci à tous d'avoir été des nôtres aujourd'hui.